Salut les juristes, est-ce que vous devez changer de fac pour devenir meilleur? Ah là là, ça c'est la question qui fâche, encore plus que droit privé contre droit public. Alors moi je vais vous citer des facs que je connais, à savoir dans le sud-est de la France, Avignon, Montpellier, Aix-en-Provence, mais surtout en fait Avignon et Aix-en-Provence. Si tu fais une licence générale, que tu te limites à une licence générale, par exemple que tu fais pas une licence de droit franco-allemand, ou une double licence, quelque chose comme ça, que tu fais en fait une licence qui est proposée dans toutes les facs, que ce soit une petite fac ou une grande fac, à mon sens, tu as aucun intérêt à changer de fac. Alors on dit, par exemple, je te donne ma situation, moi j'ai fait ma licence à Avignon, une petite fac, j'ai fait mon master 1 à Montpellier, une grande fac, et mon master 2 à Aix, une grande fac. Si on suit le raisonnement, ceux qui viennent des petites facs, ça, moi je te donne l'exemple de ces facs-là, mais en fait, c'est transposable à n'importe quelle autre localisation géographique dans la France, puisqu'il y a des grandes facs de partout, des petites facs un peu de partout. Si tu veux, moi j'entendais dire, quand tu viens d'une petite fac, après tu vas dans une grande fac, bah t'es perdu, t'as pas le niveau, t'es bidon, etc. En gros c'était ça. Pourquoi est-ce que l'opinion publique en fait considère qu'une fac comme Aix-en-Provence est meilleure qu'une petite fac comme Avignon? Alors, si tu veux, en général, c'est pas pour les qualités pédagogiques des enseignants, ou c'est pas parce que les élèves ressortent meilleurs, sans compter qu'à Aix, il y a plein d'élèves qui sont arrivés là qu'en Master 1 et qui en fait viennent de petites facs. Comme moi, j'ai rencontré d'autres chargés de TD qui viennent de petites facs, vous voyez, ça veut absolument rien dire. Mais si vous voulez, pourquoi est-ce qu'une fac prend une renommée? En général, c'est grâce à leurs enseignants, mais pas pour leur qualité de pédagogue, mais plus pour leur contribution à la doctrine en fait, c'est-à-dire pour les écrits qu'ils ont réalisés, leurs écrits juridiques. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'un auteur ou plusieurs auteurs ont réalisé un ou plusieurs écrits qui sont de qualité que toi qui regardes la vidéo, tu vas être un meilleur juriste, surtout que les écrits ont très probablement rien à voir avec la matière qu'ils enseignent. Ça peut avoir un rapport, ou ça peut être dans le cadre de cette matière, mais à un autre niveau. Par exemple, si c'est relativement au droit civil, toi il t'enseigne en L1, mais autant un écrit qui a fait connaître un enseignant, c'est sur le programme de L3, tu vois, donc rien à voir. Et autant c'est même pas lui qui est en charge de la matière en L3 en plus. Et en plus, aussi, les gens ont tendance à comparer, je prends l'exemple de Avignon et de Aix, alors que Avignon, c'est une fac qui a quelques dizaines d'années, et Aix, c'est une fac qui a quelques centaines d'années. Alors il faut quand même comparer des choses qui sont comparables, tu vois. Et c'est normal du coup qu'une grande fac, une fac qui date de plusieurs siècles, ait dans son patrimoine en quelque sorte plus d'écrits d'auteurs, parce qu'ils ont plus le temps d'écrire, logique. Donc à partir de là, tu vois, puis moi je vais te donner une illustration. Moi, j'ai fait ma licence à Avignon, mon master 1 à Montpellier, et je suis arrivé, parce que dans la région, c'était surtout en fait la fac d'Aix dont on entend parler en termes de réputation. Je suis arrivé en master 2 à Montpellier. Donc dans la logique, je devrais pas avoir le niveau, je devrais ou alors je devrais valider avec pas beaucoup, etc. Bon, j'arrive en master 2, et il se trouve que moi qui viens d'une petite fac, j'ai été major de promo en master 2. Tu vois, sans compter que dans certaines facs comme à Aix, pas dans toutes les matières, mais dans la plupart des matières, ils interdisent l'usage du code civil, ce qui fait que, je l'ai déjà dit dans une ou plusieurs vidéos, je sais, ce qui fait que certains étudiants en Master 2 ne savaient toujours pas se servir du code civil. Bon, ça c'est grave, quoi. Et ça, c'est vraiment la marque, j'allais dire d'un mauvais juriste. C'est un peu méchant, mais c'est la marque de quelqu'un qui a clairement des lacunes, et la recherche dans le code civil, ou dans le code pénal, ou dans n'importe quel autre code, c'est super important. Si demain tu es avocat, tu es face à une affaire, il y a un client qui vient. Alors déjà, si tu es à ton compte, le client, tu vas pas avoir trop tendance à refuser son affaire, et même si c'est pas ta spécialité, parce que tu as besoin de gagner du fric et tu as besoin de bouffer. Et donc ce que tu vas faire, tu vas devoir t'adapter. Pour moi, un bon juriste, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui connaît tout par cœur. Le code civil, on l'apprend pas par cœur, c'est quelqu'un qui comprend la logique juridique et qui sait rechercher. La recherche juridique, même s'il existe des masters de pro et des masters de recherche, ça s'arrête pas à ça, la recherche juridique. Si tu es avocat par exemple, donc tu es dans un milieu professionnel, tu as absolument besoin de faire de la recherche juridique pour rédiger des conclusions.
puisque, alors ça peut être quelque chose de très simple, tu peux être face à une affaire très simple, tu sais, parce que tu te rappelles tes cours, qu'il va falloir utiliser tel fondement, tel article du code civil, etc. Mais ça peut être quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et si c'est quelque chose qui ne te parle pas, il va falloir que tu fasses de la recherche dans les codes, sur les bases de données, si tu as accès aux bases de données, puisque nous les étudiants, tant que tu es inscrit à la fac, tu as un accès gratuit, mais une fois que tu n'es plus inscrit, c'est plus gratuit, et en plus, ça coûte cher. Donc dans les bouquins divers, etc. Donc tout ça pour te dire que même si je venais d'une petite fac, et en plus, si tu as vu ma vidéo sur comment aimer le droit, je te mets une petite languette grise, tu peux cliquer dessus pour accéder à la vidéo. Donc si tu as vu cette vidéo, tu sais que j'ai mis très longtemps à aimer le droit et que mes premières années de droit, j'étais loin d'être une furie. Dans le sens où j'étais pas major de promo, loin de là dans les premières années de droit. Et pour ce temps, j'ai fini doctorant, enfin je suis doctorant, j'ai réussi à avoir un financement et je suis chargé de TD. Donc comme quoi ça veut rien dire, mais ça j'en parle plus dans cette vidéo qui était dans la languette grise. Donc malgré le fait que je venais d'une petite fac et qu'en plus j'avais des notes moyennes, je suis arrivé dans une fac qui a, j'ai envie de dire quasiment la plus grande renommée dans le sud-est de la France, t'excite pas si t'es parisien, donc une fac qui a la plus grande renommée probablement dans le sud-est de la France, et j'ai quand même été major de promo. Alors peut-être que dans un autre master, j'aurais pas été major de promo, peut-être que j'aurais été très mal classé, mais j'ai envie de dire, si tu as vu donc la vidéo dont je te parlais, c'est ce Master 2, il se trouve, qui m'a fait aimer le droit. Et comme j'ai accroché, forcément, ça a été plus simple. Au plus tu apprécies les matières du Master, ou de la licence, ou n'importe où, au plus tu apprécies les matières, au plus il y a de chances pour que tu aies de bonnes notes. Puisqu'au plus tu vas voir pas ça comme une contrainte, le fait de travailler là où les matières en question, mais tu vas plus voir ça comme un, entre guillemets, un plaisir. Donc au final, quelles sont les raisons valables pour changer de fac ou pour t'inscrire dès la L1 dans une autre fac différente de celle de ta ville d'origine? Selon moi, j'ai pensé à deux situations en fait, qui sont valables pour que tu changes de fac. Déjà, c'est si l'offre de formation est insuffisante dans ta fac d'origine. Moi, si j'ai changé en Master 1, c'est parce qu'en fait, à Avignon, niveau Master, il y avait quasiment rien. Il y avait 1 ou 2 Masters, je sais plus, mais c'était clairement pas suffisant. Moi, je voulais faire un Master 1 droit des affaires, et même si j'avais voulu faire de toute façon, je sais pas moi, droit de la santé, droit patrimonial, etc., ça y était pas. Donc il y avait tellement rien que j'étais obligé de changer. Même en licence, si tu veux pas faire une licence générale, mais que tu veux faire une double licence, il existe par exemple des doubles licences droit et sciences, ou si tu fais une licence, comme je le disais tout à l'heure, franco-allemande, franco-anglaise, franco ce que tu veux, et qu'elle n'est pas proposée, si tu veux absolument faire ça, et qu'elle n'est pas proposée dans ta fac, dans la fac de ta ville d'origine, de ta ville de résidence, bon là ok, c'est une raison valable pour changer de fac. Autre raison valable, c'est si tu as besoin, alors ça je vais relativiser quand même, si tu as besoin de changer d'air, puisque des fois, selon le milieu familial dans lequel tu es, j'ai envie de dire, ça peut être un peu oppressant. Peut-être que tes parents ne sont pas du tout penchés sur les études, qui n'approuvent entre guillemets pas le fait que tu veuilles continuer à faire des études. Peut-être qu'ils ont envie que tu fasses, comme eux, un boulot manuel et donc que tu te formes rapidement après le bac. Ou même en dehors de ça, il peut y avoir des tensions chez toi, où tu t'engueules tout le temps avec tes parents, etc. Bon, t'as envie de changer d'air. Alors changer d'air, c'est bien. Et à mon avis, c'est important en fait pour réussir ses études et d'une manière générale dans la vie, pour réussir ce qu'on entreprend, c'est important d'être bien dans sa tête, tu vois. Parce que tu vas vraiment avoir du mal à trouver la motivation pour travailler ton droit si à côté de ça, tu subis des tensions familiales, etc. Mais quand je te dis qu'il faut relativiser, bien j'ai envie de dire tout dépend de ta situation. Si pour changer de fac, tu vas être obligé par exemple de trouver un boulot à temps plein, puisqu'admettons tes parents ne vont pas du tout t'aider, bon tu auras peut-être la CAF, mais tu es obligé admettons de trouver un boulot à temps plein, donc 35 heures, si tu t'ajoutes 35 heures à tes cours d'amphi, si tu y vas, tes cours de TD, la préparation des TD, ficher les cours, les révisions et la vie sociale, ça va être très compliqué. Et à mon avis, tu vas mettre en quelque sorte en péril ta réussite. Donc essayer de trouver une sérénité morale en quelque sorte, c'est important, mais il faut pas non plus faire sa petite princesse, tu vois, puisque sinon tu vas te tirer toi-même une balle dans le pied. Et ce que tu vas croire meilleur pour toi va en fait s'avérer être mauvais. Sans compter que même si tu subis des tensions familiales, il faut pas oublier que la BU,
est ouverte plus ou moins de 8h à 19h ou de 8h à 20h. Donc tu peux quand même passer pas mal de temps à la BU. Le samedi, même si c'est fermé, il y a d'autres bibliothèques dans les villes et dans toutes les villes, même dans les petits villages. Donc il n'y a pas d'excuse. Donc tu limiteras quand même grandement tes présences à ton domicile. Et à ce moment-là, tu subiras moins de contraintes. Voilà, pour résumer, c'est pas tant la fac qui importe, à mon sens, surtout si tu es dans une licence générale, mais c'est surtout toi qui importe, ta personne, ta capacité de travail, ta capacité à te motiver et ta capacité à te faire violence. J'espère que cette vidéo t'aura un minimum aidé, t'aura éclairé. Si tu as des questions, mets-les en commentaire ou sur Snap. Tu peux aussi aller voir ma page Facebook, les liens sont dans la description. Et en attendant, je te dis bonne fin de journée et à la prochaine.